Alexandre Delcourt, milliardaire habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, descendit de son coupé de prestige. Ses chaussures parfaitement cirées s'enfoncèrent légèrement dans la terre sèche. Il parcourut les alentours du regard et pour la première fois depuis bien longtemps, sentit son estomac se nouer. Devant lui se dressait une maison délabrée, à la façade lézardée et aux murs rongés par l'humidité. Le bâtiment semblait ployé sous le poids des années et de l'abandon. Le contraste avec le monde d'Alexandre était saisissant. Derrière lui, la carrosserie sombre de sa voiture étincelait au soleil, garée au milieu d'un chemin poussiéreux. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. » Son regard passa de la maison au sol nu sous ses pieds. Comment ai-je pu ne jamais rien voir? Une bourrasque souleva la poussière, qui tourbillonna autour du bâtiment avant de retomber lentement. Ici, pas d'allée pavée, pas de pelouse impeccablement entretenue, pas de fontaine ni de portail monumental, seulement de la terre battue, sèche et irrégulière, marquée par une existence difficile. C'était là que vivait Élodie Marceau, son employée de maison. Un profond malaise s'empara de lui. Je ne savais pas. Il fit lentement le tour de la maison. À chaque pas, son trouble grandissait. Alexandre connaissait les hôtels particuliers, les appartements avec vue sur la Seine, les résidences secondaires sur la Côte d'Azur et les bureaux aux façades de verre. Il connaissait le luxe, l'influence et les privilèges. Mais ce monde-ci lui était étranger. Un monde qui avait pourtant toujours existé à quelques kilomètres du sien. Un monde qu'Élodie lui avait soigneusement dissimulé derrière sa ponctualité, sa discrétion et cette douceur constante dont elle ne s'était jamais départie au fil des années. Il observa la toiture en tôle ondulée, rouillée à plusieurs endroits. Les fenêtres fendues n'avaient pas de rideaux. Une clôture disloquée entourait vaguement la parcelle, comme si elle avait depuis longtemps renoncé à protéger quoi que ce soit. Cette maison est en train de s'écrouler. Une douleur sourde lui traversa la poitrine. Lorsqu'il atteignit l'arrière du bâtiment, il s'immobilisa. Ses yeux se brouillèrent. C'est donc ça, la réalité. Une vie que je n'ai jamais voulu voir. Et maintenant, elle est devant moi. Il essuya rapidement ses paupières. Ses mains tremblaient. Il revint finalement jusqu'à la porte d'entrée et frappa doucement. Son cœur battait à toute vitesse. Il ignorait ce qu'il allait découvrir, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qui l'attendait à l'intérieur. Une odeur de renfermé et d'humidité l'enveloppa dès qu'il franchit le seuil. Il n'y avait ni canapé, ni décoration. Dans un coin, une chaise en bois bancal tenait à peine debout. Plusieurs échardes dépassèrent de son dossier fendu. Sur le sol reposait un vieux tapis élimé, si usé qu'on distinguait la trame par endroits. Cette maison n'avait pas connu le confort depuis longtemps. Au fond de la pièce, couchés sur des matelas posés à même le sol, se trouvaient les parents d'Élodie. Deux silhouettes âgées, maigres et presque immobiles. Leurs visages creusés étaient pâles. Des couvertures déchirées recouvraient leur corps fragile. Ils semblaient ne pas avoir bougé depuis plusieurs jours. Alexandre ne savait pas s'ils dormaient ou s'ils étaient simplement trop faibles pour ouvrir les yeux. Élodie était agenouillée près d'eux. Cette femme qu'il avait toujours connue digne, solide et calme, paraissait désormais brisée. Les larmes coulaient sans retenue sur ses joues. Elle n'avait visiblement plus la force de parler. Tout ce qu'elle avait supporté en silence pendant des années s'effondrait autour d'elle. Alexandre resta longtemps dans l'embrasure de la porte, incapable de faire un geste. La culpabilité, le chagrin et une vulnérabilité qu'il ne se connaissait pas se mêlaient en lui. Il était milliardaire. Il avait toujours pensé pouvoir résoudre n'importe quel problème. Il suffisait d'appeler la bonne personne, de signer un contrat ou de débloquer une somme d'argent. Mais ce qu'il voyait n'avait rien d'une difficulté ordinaire. On ne réparait pas des années de souffrance en signant simplement un chèque. Il entra enfin dans la pièce. Sa présence sembla alourdir encore le silence. Élodie leva vers lui un visage baigné de larmes. La stupeur se peignit dans ses yeux. Elle essuya précipitamment ses joues, tentant de retrouver un semblant de contenance. Mais il était évident qu'elle avait atteint la limite de ses forces. « Monsieur Delcourt, » balbutia-t-elle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ces mots frappèrent Alexandre en plein cœur. Elle avait toujours été humble, serviable, attentive. Elle ne s'était jamais plainte. Chaque matin, elles arrivaient chez lui avec la même retenue, le même sourire discret, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Et maintenant, elle se trouvait devant lui, vulnérable, épuisée, anéantie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il aurait voulu lui dire quelque chose. N'importe quoi.
quelques mots capables de l'apaiser. Mais aucun ne lui vint. Il s'approcha de la chaise bancale et s'assit. Son cœur était lourd devant la réalité qu'il avait si longtemps ignorée. Les larmes qu'il s'efforçait de contenir finirent par couler. Il ne pouvait plus les retenir. Il ne pleurait pas seulement à cause de la maison, des murs fissurés ou de la misère. Il pleurait devant le prix humain de cette existence, devant la souffrance silencieuse d'une femme qu'il côtoyait depuis des années sans l'avoir jamais véritablement regardée. Élodie souffrait devant lui, et sa douleur ne pouvait pas être effacée par le luxe. C'était la douleur d'une vie passée à prendre soin des autres en s'oubliant soi-même, la douleur de voir ses parents décliner jour après jour, la douleur de se battre sans relâche tout en sachant que ses efforts ne suffiraient peut-être jamais. Elle se laissa tomber à genoux près de lui. Ses sanglots emplirent la pièce. « Je ne sais plus quoi faire, » murmura-t-elle d'une voix éraillée par l'épuisement. « J'ai tout essayé, monsieur Delcourt. Je vous jure que j'ai essayé. Mais ce n'est jamais assez. Je n'arrive plus à tout porter toute seule. » Alexandre demeura immobile. Chaque mot s'enfonçait profondément dans sa poitrine. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi brisé, quelqu'un qui avait donné tant d'amour aux autres qu'il ne lui restait plus rien pour elle-même. Et à cet instant, il comprit. Il comprit ce qui s'était déroulé sous ses yeux pendant toutes ces années. Élodie avait tout donné. Son temps, sa santé, son énergie, sa jeunesse. Elle s'était occupée de ses parents, puis de la maison d'Alexandre, avec la même application et la même dignité. Mais personne ne lui avait rien rendu. Pas même lui. Il la regarda, et lorsqu'il réussit enfin à parler, sa voix se brisa. « Élodie, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée de ce que vous traversiez. » Les larmes coulaient désormais librement sur ses joues. Tous les remparts qu'il avait érigés autour de lui au fil des années venèrent de s'effondrer. Élodie leva les yeux vers lui. Son expression mêlait l'incompréhension et le chagrin. « Désolé de quoi ?» souffla-t-elle en secouant la tête. « De quoi pourriez-vous bien être désolé, monsieur Delcourt ?» Alexandre déglutit avec peine. Il n'avait pas de réponse satisfaisante. Comment lui expliquer la culpabilité qui pesait sur lui ? Comment lui dire qu'il regrettait toutes ces années passées à ne voir en elle que la femme qui entretenait son appartement, préparait ses chemises avant ses déplacements, et veillait à ce que tout soit parfaitement en ordre ? Il avait été absorbé par ses sociétés, ses investissements, ses rendez-vous, son empire. Il ne l'avait jamais réellement vue. Il n'avait jamais cherché à connaître la femme derrière l'employée discrète, qui travaillait sans se plaindre et traversait ses journées avec une grâce silencieuse. Cette pensée lui inspira une honte plus profonde que tout ce qu'il avait connu jusque-là. « J'aurais dû comprendre, » murmura-t-il. « J'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais pu faire davantage. J'aurais pu vous aider. » Élodie se releva. Elle se dirigea vers ses parents et rajusta soigneusement la couverture élimée qui les recouvrait. « Il est trop tard pour nous aider, monsieur Delcourt, » répondit-elle d'une voix calme, mais glaciale. « Vous ne pouvez plus rien changer. » Alexandre la regarda se déplacer dans la petite pièce, se sentant à la fois inutile et mis à nu. Il voulait agir, mais la douleur d'Élodie semblait avoir déjà réduit toutes ses certitudes en poussière. Il resta assis, paralysé par ses propres manquements. Le silence s'étira entre eux, lourd et suffocant. Depuis des années, Alexandre était un homme capable de provoquer des changements d'un simple appel. Des conseils d'administration attendaient ses décisions. Des centaines de salariés dépendèrent de ses choix. Des banques lui ouvraient leurs portes. Pourtant, dans cette maison délabrée, il se sentait totalement impuissant. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-il enfin. « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu ? Je vous aurais aidé. » Élodie se retourna brusquement. Toute la frustration qu'elle avait contenue pendant des années éclata dans sa voix. « Qu'auriez-vous fait, monsieur Delcourt ? Vous m'auriez augmenté ? Vous m'auriez fait un virement ? C'est vraiment ce qui, selon vous, aurait réparé tout ça ?» Elle leva les bras dans un geste de désespoir. « Maintenant, vous pensez que l'argent résout tout. Mais votre argent ne guérira pas mes parents. Il ne leur rendra pas les années perdues. Et il ne me guérira pas non plus. Pardonnez-moi de vous parler ainsi. Mais je n'ai plus la force de faire semblant. » Alexandre se leva. Son cœur battait violemment, et ses poings s'étaient crispés le long de son corps. « Je ne savais pas, » répondit-il, la voix chargée d'une émotion brute. « Je ne savais pas que vous viviez tout cela. Je ne savais pas que vous portiez ce poids seul. » Le visage d'Élodie s'adoucit un instant, mais la tristesse demeura dans son regard. Elle inspira profondément et essuya les dernières larmes sur ses joues. « Je ne voulais pas que vous le sachiez, » avoua-t-elle. « Je ne voulais pas qu'on me plaigne. Je ne voulais être un fardeau pour personne. » Alexandre fit un pas vers elle. « Vous n'êtes pas un fardeau,
déclara-t-il fermement. Vous ne l'avez jamais été. Pendant un long moment, ils se regardèrent en silence. La tension emplissait la pièce. Puis Élodie détourna les yeux. Je ne veux pas de votre pitié, monsieur Delcourt. Je n'ai pas besoin que vous vous sentiez coupable. Je veux seulement que mes parents aillent mieux. Ces paroles achevèrent de briser le cœur d'Alexandre. Il ignorait comment réparer ce qu'il avait négligé. Il ne savait pas comment effacer les années de fatigue, de solitude et de douleur qu'Élodie avait supportées sans jamais rien laisser paraître. Mais il comprit enfin une chose essentielle. Sa fortune ne pouvait pas tout résoudre. Il ne pouvait pas couvrir les blessures d'Élodie avec de l'argent en espérant qu'elle disparaisse. Ce dont elle avait besoin avait bien plus de valeur qu'un virement bancaire. Elle avait besoin de quelqu'un qui la voie réellement. Quelqu'un qui reste à ses côtés, non comme un employeur face à son employé, mais comme un être humain auprès d'un autre être humain, quelqu'un qui se soucie sincèrement d'elle. Et Alexandre devait lui prouver qu'il pouvait devenir cette personne. Je vais rester, dit-il soudain, surpris lui-même par ses propres paroles. Je reste avec vous. Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. Élodie se retourna. Son visage exprimait à la fois la confusion et l'incrédulité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne pars pas, répéta Alexandre. Je vais vous aider, Élodie. Pas seulement avec de l'argent. Je vais vous aider pour tout le reste. Je serai là pour prendre soin de vos parents avec vous. Je ferai en sorte qu'ils reçoivent les soins dont ils ont besoin, et je resterai à vos côtés, quoi qu'il arrive. Pour la première fois, les défenses d'Élodie vacillèrent. Ses lèvres tremblèrent. De nouvelles larmes coulèrent le long de ses joues. Elle fit un pas vers lui, comme si elle hésitait encore entre lui faire confiance et reculer, mais son cœur avait déjà pris sa décision. Elle s'effondra dans ses bras et éclata en sanglots. Alexandre la serra contre lui. Il la laissa pleurer. Il la laissa enfin libérer tout ce qu'elle portait depuis si longtemps. La douleur d'Élodie lui broyait la poitrine. Pourtant, au milieu de cette détresse, il éprouva quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il n'était plus simplement Alexandre Delcourt, le milliardaire que les journaux économiques présentaient comme un homme capable de tout réussir. Il était quelqu'un qui pouvait véritablement changer une vie, et il commencerait en montrant à Élodie qu'elle n'était plus seule. Au fil des semaines, l'engagement d'Alexandre auprès d'elle ne cessa de grandir. Il ne s'agissait plus seulement d'une impulsion née de la culpabilité. Une volonté urgente l'habitait. Réparer ce qui pouvait encore l'être, rompre avec des années d'indifférence et offrir à Élodie et à sa famille une chance de vivre autrement. Alexandre n'avait jamais reculé devant un défi, mais celui-ci ne ressemblait en rien aux négociations financières ou aux restructurations d'entreprises auxquelles il était habitué. Il ne s'agissait ni de chiffres ni de résultats trimestriels. Il s'agissait de vies humaines, de personnes oubliées depuis bien trop longtemps. Il ne pouvait plus regarder Élodie et ses parents comme auparavant. Leur souffrance l'accompagnait désormais chaque jour. Il savait qu'il devait agir. Avant la fin du mois, leur quotidien commença à se transformer. Alexandre organisa le déménagement de la famille dans une maison de plain-pied entièrement rénovée, située à quelques kilomètres de Lyon, dans un quartier calme entouré de verdure. La maison possédait de grandes fenêtres donnant sur un jardin arboré. Les pièces étaient lumineuses, accessibles et chaleureuses. L'ancien logement aux murs fissurés ne fut bientôt plus qu'un douloureux souvenir. Les parents d'Élodie, qui avaient passé tant de mois enfermés dans une pièce sombre, disposèrent désormais de lits médicalisés confortables, installés dans une chambre baignée de lumière. Les draps étaient les propres, l'air sain, et tout avait été aménagé pour faciliter leur déplacement. Alexandre avait également organisé leur suivi dans un service hospitalier spécialisé. Une infirmière venait quotidiennement à domicile, et des auxiliaires de vie se relayaient pour qu'ils ne restent jamais sans assistance. Élodie, qui avait toujours tant donné sans jamais rien demander, peinait à croire que tout cela était réel. Le jour de leur installation, elle resta immobile au milieu du salon, bouleversée par l'espace, la propreté et le calme de la maison. Des larmes remplirent ses yeux, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de gratitude et d'incrédulité. Alexandre ne s'arrêta pas là. Il engagea une cuisinière chargée de préparer chaque jour des repas frais et équilibrés pour la famille. Un jardinier venait entretenir les extérieurs. Un chauffeur était disponible pour les conduire à l'hôpital, à la pharmacie ou partout où ils auraient besoin de se rendre. Élodie n'aurait plus à s'inquiéter des transports. Elle n'aurait plus à choisir entre acheter des médicaments et remplir le réfrigérateur. Tout était pris en charge. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit une forme de paix. Le bien-être de sa famille ne reposait plus uniquement sur ses épaules. Alexandre l'observa découvrir chaque pièce de la maison, le visage éclairé par un sourire tendre.
Je veux que vous viviez la vie que vous méritez, Élodie. Vous et vos parents avez droit à un peu de paix. Elle essuya ses larmes et le regarda avec une reconnaissance silencieuse. Quelques jours après leur installation, Alexandre accompagna les parents d'Élodie à l'hôpital pour un bilan complet. Les médecins mirent rapidement en place des traitements adaptés. Le père d'Élodie, alité depuis des mois, montra des signes d'amélioration au bout de quelques jours. Sa mère, autrefois si faible qu'elle peinait à se redresser, commença peu à peu à reprendre des forces. Alexandre avait veillé à ce qu'il soit entouré de professionnels compétents et bienveillants. Plusieurs semaines plus tard, un soir, Alexandre et Élodie se tenaient dans le jardin de la maison. Ils contemplaient le ciel nocturne. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, mais une lumière nouvelle illuminait aussi les yeux d'Élodie. C'était la lumière de l'espoir, celle d'un nouveau départ. Merci, monsieur Delcourt, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Je ne sais même pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Alexandre lui adressa un sourire apaisé. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Ce n'est que le début. Vous méritez tout cela, et bien davantage. Le cœur d'Élodie se gonfla d'émotions contradictoires. La gratitude, l'incrédulité, mais surtout un sentiment plus profond qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle n'avait pas simplement été secourue par sa fortune, elle avait enfin été vue. Alexandre Delcourt avait changé son existence, mais aussi la manière dont elle se regardait elle-même. Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver, murmura-t-elle. Je pensais que je resterais prisonnière de cette vie pour toujours. Maintenant, tout semble différent. Alexandre tendit la main et prit doucement la sienne. Nous avons tous les deux droit à une seconde chance, Élodie. La vie ne nous en offre pas toujours. Mais lorsqu'elle le fait, il faut avoir le courage de la saisir. Je ne vous propose pas seulement une nouvelle maison ou un quotidien plus facile. Je veux vous offrir la possibilité de vivre sans ces limites qui vous ont enfermé pendant si longtemps. Et je serai là à chaque étape. Pour la première fois de son existence, Élodie se sentit libre. Libre du poids constant de l'inquiétude. Libre du silence et du sacrifice permanent. En Alexandre, elle ne voyait plus seulement l'homme puissant qui avait sauvé sa famille. Elle voyait quelqu'un qui se souciait réellement d'elle. Quelqu'un qui l'avait enfin regardée telle qu'elle était. Non comme une employée. Non comme une femme à plaindre. Mais comme une personne digne d'être aimée et protégée. Les jours passèrent, et le lien qui unissait Alexandre et Élodie devint de plus en plus fort. Ce qui avait commencé par de la gratitude se transforma peu à peu en un sentiment infiniment plus profond. Alexandre l'avait toujours respectée. Mais il découvrait désormais qu'il tombait amoureux d'elle. Il ne l'aimait pas uniquement pour sa force. Il l'aimait pour son cœur, pour sa bonté et pour la profondeur de son âme. Un soir, après le dîner, ils s'installèrent ensemble dans le salon. Les parents d'Élodie dormirent déjà. Alexandre inspira profondément. Élodie, commença-t-il d'une voix calme, mais chargée d'émotion, je ne peux plus continuer à faire semblant. Je n'ai jamais su exprimer facilement ce que je ressens. Mais la vérité, c'est que je ne me contente pas de tenir à vous. Il marqua une pause. Je suis tombé amoureux de vous. Je veux être avec vous. Pas comme votre employeur. Je veux que nous devenions quelque chose de plus. Le cœur d'Élodie manqua un battement. Pendant quelques secondes, elle resta sans voix. Elle ne s'était jamais attendue à entendre une telle déclaration. Alexandre Delcourt, le milliardaire que tout semblait placer dans un autre monde, était amoureux d'elle. Mais lorsqu'elle plongea son regard dans le sien, elle comprit que sa richesse et son statut n'avaient aucune importance. Ce qui existait entre eux était bien plus profond. Alexandre, murmura-t-elle, moi aussi je vous aime. Je crois même que je vous aime à ma manière depuis longtemps, bien avant de savoir comment vous le dire. Les saisons changèrent, et leur vie changea avec elles. Alexandre et Élodie commencèrent un nouveau chapitre ensemble. Ils voyagèrent, ils rirent, ils s'aimèrent, et surtout, ils apprirent à grandir côte à côte. Ils n'étaient plus un employeur et son employé. Ils étaient deux êtres égaux. Alexandre encouragea Élodie à réaliser ses propres rêves. Avec son soutien, elle créa une association accompagnée d'une entreprise d'insertion destinée aux femmes en situation de grande précarité, afin que d'autres puissent recevoir l'aide, la formation et la dignité dont elle avait elle-même si longtemps manqué. Alexandre était entré dans sa vie en pensant la sauver. Mais, sans le savoir, Élodie l'avait sauvée à son tour. Elle lui avait appris ce qui comptait réellement. Ensemble, ils construisirent quelque chose de bien plus précieux que la richesse. Ils bâtirent une vie remplie d'amour, d'espoir et de sens. Et même si leur histoire avait commencé dans la souffrance, elle s'acheva sur quelque chose de magnifique. Un nouveau départ pour tous les deux,
et la promesse d'un avenir où plus rien ne pourrait les séparer. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Nous pouvons côtoyer quelqu'un chaque jour sans jamais connaître les batailles qu'il mène en silence. Derrière un sourire, une attitude courageuse ou un travail accompli sans plainte peuvent se cacher la fatigue, la peur, la solitude et des blessures profondes. Alexandre possédait une immense fortune, mais il lui manquait encore la richesse la plus précieuse, la capacité de regarder réellement les autres. Le jour où il a découvert la détresse d'Élodie, il a compris que l'argent pouvait offrir une maison, des soins et du confort, mais qu'il ne pouvait remplacer ni une présence sincère, ni une main tendue, ni le sentiment d'être enfin compris. Dans la vie, nous attendons parfois un événement bouleversant avant d'ouvrir les yeux sur la souffrance de ceux qui nous entourent. Pourtant, un simple geste de bienveillance, une question posée avec le cœur ou quelques minutes d'écoute peuvent changer le destin d'une personne. Ne jugeons jamais trop vite ceux qui semblent faibles, distants ou silencieux, car nous ignorons le poids qu'ils portent. Et n'oublions pas non plus que tendre la main ne transforme pas seulement celui qui reçoit de l'aide, cela transforme également celui qui la donne. La compassion nous rend plus humains, plus conscients et infiniment plus riches intérieurement. Alors aujourd'hui, prenez le temps de regarder autour de vous. Quelqu'un a peut-être besoin de votre présence sans oser vous le demander. Dites-nous en commentaire quelles leçons vous retenez de cette histoire, et si vous avez déjà vécu un moment où la bonté d'une personne a changé votre vie. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Aimer, écouter, et ne jamais laisser quelqu'un souffrir seul.